Plus près. Point 45. Nous sommes tous de plus en plus anxieux. Pas de moins en moins, vous n'avez pas idée. En Australie, les problèmes liés à l'anxiété touchaient 3,8% de la population totale en 2011-2012 et 11,2% en 2014-2015. Les chiffres sont similaires dans le reste du monde occidental. Les recherches les plus complètes sur ce phénomène, menées à l'Université d'État de San Diego, montrent que l'anxiété a augmenté de façon régulière au cours des 80 dernières années, tout en concluant que personne ne sait pourquoi. Voici mon idée, qui est peut-être discutable. C'est parce que nous marchons dans la mauvaise direction. Nous cherchons à l'extérieur la satisfaction, un sens à notre vie et une solution à notre malaise, alors que nous ferions mieux de chercher à l'intérieur, là où se trouve le réconfort. Calcul d'un nouvel itinéraire. Faites demi-tour dès que possible. Point 46. Chacun court ailleurs et à l'avenir d'autant que nul n'est arrivé à soi. De Michel de Montaigne. À la moitié de sa vie, Montaigne, cet homme de la Renaissance, de son propre aveu névrosé, est parti s'installer dans une tour isolée en pleine campagne française, dans le but explicite de trouver la paix et d'écrire des essais déterminants. Or, quand il s'asseyait chaque matin à sa table de travail, sa tête partait dans tous les sens, en quête d'un baume pour l'anxiété qui bouillonnait en lui. Certes, il ne folâtrait plus autour du monde comme il l'avait fait auparavant, mais il continuait à se fouir lui-même tous les jours. Ça l'a rendu cinglé. Il ne pouvait pas se poser, était instable et a consacré beaucoup de ses écrits à cette quête douloureuse de distraction et de l'avenir, pour reprendre son expression. Ce qui ressemble à tout point à mes propres tentatives visant à trouver le salut dans un cabanon au fond des bois, ainsi qu'à celle de Henri-David Thoreau dans une cabane en bois près de l'étang Walden, ainsi que de Bill Gates dans un chalet où il passe des semaines pour réfléchir tout seul, loin des humains et de la technologie, ainsi qu'Elisabeth Gilbert en Italie, en Inde et à Bali. Mais de façon paradoxale, ou peut-être parfaite, c'est en écrivant au sujet de tout ce chaos que Montaigne a trouvé la voie de la paix, ainsi que la notoriété, grâce à ses essais déterminants. Tout en prenant conscience, il a raconté dans ses écrits qu'on ne pouvait se libérer de l'agitation fébrile qui règne en soi-même qu'en résistant activement à l'attrait pour l'extérieur et pour l'avenir, et en apprenant à rester chez soi, entre guillemets. Chez soi, au cas où ni Montaigne ni moi ne l'avons exprimé suffisamment clairement, c'est en soi, dans cette partie de nous qui est assise sur le petit banc de bois et attend qu'on l'y rejoigne, toujours. C'est en ce moment précis, alors que je traverse une phase d'anxiété, que j'en prends pleinement conscience. C'est-à-dire que, tout en écrivant, j'intègre viscéralement cette notion d'intimité avec soi-même, au lieu de comprendre simplement les mots de quelqu'un d'autre sur le sujet. J'ai dû accepter ces accès d'anxiété pendant l'écriture de ce livre. Et comment? Quoi de plus anxiogène que l'échéance à laquelle on doit remettre un livre dont la rédaction nécessite de faire précisément ce qui, à coup sûr, est déclencheur d'anxiété, à savoir accueillir l'agitation au creux de vos entrailles plutôt qu'à la fuir. L'aube ne devrait pas tarder à se lever, et je suis accroupie sur le sol de la salle à manger, nue, saisissant le caractère inapproprié de la situation. Je loue la maison de vacances d'un inconnu dans les plages du nord à Sydney.
C'est une maison en bois rose, au milieu des arbres, en haut d'une pente raide qui descend vers l'océan, dans lequel je nage sur toute la longueur de la plage, presque tous les matins. La maison est meublée de lits superposés, d'objets en coquillage et de faux ananas sur la cheminée, appartenant à une autre famille. Je vis temporairement, provisoirement, comme ça, dans les logements d'autres personnes, depuis 5 ans maintenant. Je fonctionne avec une, parfois 2 valises. Il me semble adéquat de rester dans cet endroit provisoire qui n'est pas vraiment chez moi quand j'écris un livre sur le sujet. J'ai beaucoup écrit sur l'anxiété au fil des ans. J'ai répondu à beaucoup de questions d'inconnus et d'amis, ainsi qu'aux miennes. Je sais désormais que mon anxiété n'est pas nécessairement générée par quelque chose de particulièrement effrayant. Du moins, pas aux yeux de quelqu'un de normal. Ça fait plus de 3 décennies que l'anxiété coule dans mes veines. Elle fait, par moments, simplement partie de moi. Oui, l'anxiété peut simplement faire partie de vous, sans nécessairement qu'il y ait de raison. C'est effectivement le cas ce soir. Voilà une semaine qu'elle est là. Rien de particulier ne l'a provoquée. Elle est là, c'est tout. J'ai peut-être bu un café de trop cette semaine. C'est peut-être un pic hormonal. C'est peut-être la lune, le vent, Mercure qui rétrograde. Qui sait? Est-il vraiment important de le savoir? Pour l'heure, il faut simplement que j'affronte la situation et que je prenne du recul. Je sais maintenant que j'ai mieux à faire que de m'agiter sur l'origine de mon anxiété, sans quoi je vais encore être plus anxieuse, d'être anxieuse, ou de penser que je ne devrais pas l'être. Parfois je le suis, anxieuse. Point. Ce soir, alors que j'essaie de dormir, des parties de ma tête sont détendues, et mon corps a grand besoin de sombrer et de capituler. Je ne dors plus depuis 6 nuits. J'ai pris un Valium. Il faut ce qu'il faut parfois. Le sommeil devient trop important. Quand on est anxieux, on apprend à lâcher certaines grandes idées sur la vie qui sont parfaites sur Instagram. Parfois, il s'agit simplement de survivre. Je suis abrutie par les médicaments, mais une partie plus profonde de mes viscères bondit urgemment, impitoyablement. Le pied appuie sur l'accélérateur même si le chauffeur pique du nez au volant. Des pensées au sujet des mails que je dois envoyer dans la matinée affluent dans ma tête à travers les brumes du Valium. Je trouve les premiers mots de mon prochain chapitre. Je planifie mon trajet pour me rendre au travail demain. J'ai une idée pour l'entreprise d'un ami et son logo, et je cherche le sens des paroles d'une chanson d'Adèle. Ces pensées surgissent toutes ensemble dans une seule et même explosion. Et c'est maintenant, accroupie, en bavardant avec vous, mes amis, que je prends pleinement, exagérément conscience que ce jaillissement, que cette course en avant vers l'extérieur et vers l'avenir fait vraiment partie intégrante de la vie d'un anxieux. Il est toujours là, alimenté par l'anxiété. Quand on est dedans, c'est difficile de faire une pause suffisamment longue pour observer ce phénomène. Mais ce soir, j'essaye de rester calme et de le regarder. Et je vois assez clairement que, quand je suis anxieuse, toutes les pensées qui se bousculent dans mon esprit, contradictoires et effrénées, sont soit des prévisions, soit des probabilités de ce qui pourrait arriver. C'est comme si je fouillais le moi qui existe en cet instant. Ce moi tel que je suis actuellement n'est pas suffisamment bien. La bonne existence, le bon moi et les réponses que je cherche sont loin devant, dans le futur, et je cours comme une dératée pour les rattraper. Paradoxalement,
Une fois de plus, c'est paradoxal et cruel, la course, aussi bien que l'inconnu inévitable, immense et sans fondement de ce qui m'attend, me rend anxieuse. Ce qui me fait courir encore plus vite, pour échapper à la sensation d'anxiété et d'inconfort que j'éprouve. Et donc, nous courons pour fuir ce qui nous rend anxieux, et cela nous rend encore plus anxieux, et nous fait courir encore plus vite. Et ainsi de suite. C'est fou quand on y pense, mais cela fait partie simplement de nous parfois. Ce qui est drôle, c'est que pendant que j'observe tout cela en moi en temps réel, la course en avant a ralenti, et je me suis endormie peu après. Point 47. Des penseurs, de Darwin à Freud, décrivent l'anxiété comme la quête de solutions visant à nous rassurer au sujet de l'inconnu à venir. Comme je l'ai lu quelque part, Charles Darwin avait remarqué que, en raison de leur inaptitude à conceptualiser l'avenir, les animaux n'avaient pas d'anxiété, du moins pas de la même manière que nous. Certes, les grenouilles et les autruches ont la même réaction au stress, combat, fuite, que nous. Mais ce qui la déclenche est purement et simplement la peur qu'ils éprouvent à ce moment-là et qui est proportionnelle à la vraie menace. Outre le fait, bien sûr, qu'ils n'ont pas conscience d'avoir peur ou d'être anxieux, et que la peur ou l'anxiété qu'ils ressentent est évacuée dès qu'ils réagissent. L'anxiété humaine, par contre, naît de la conscience existentielle de ce que signifie la peur. Au bout du compte, notre anéantissement. De fait, depuis Kierkegaard, dans les années 1840, les existentialistes ont cherché à expliquer l'anxiété propre à l'humain comme l'effroi que nous éprouvons quand nous comprenons que la vie est limitée. Quand nous en prenons conscience, tout change. Nous percevons que notre vie n'a pas de sens. Nous nous reproduisons, puis nous mourons, point final. Et, étant donné qu'en tant qu'individus, nous ne sommes pas si importants, notre choix et notre liberté sans limite, ainsi que toutes sortes d'autres facteurs, sont sans intérêt face à l'inéluctabilité de notre mort. La peur est une réaction physique primaire. L'anxiété est à la fois cette peur, la conscience et la signification de cette peur. Moi, je ressens cette course vers l'avant dans mon corps. Quand je suis anxieuse, j'ai souvent mal à la nuque, à force de tendre le cou, et je me blesse à la jambe droite. Je plonge désespérément vers l'avant avec cette jambe dominante. Dans les traditions orientales et ésotériques, on considère que le côté droit du corps est celui de notre énergie masculine. Je me suis fracturé la cheville droite, déchiré les ligaments de cette même cheville, ouvert le genou droit à 4 reprises. Il a fallu recoudre 4 fois la chair déjà meurtrie, et j'ai développé de l'arthrose dans la hanche droite. Remarque entre parenthèses sur la dépression, si l'anxiété est une course vers l'avant, dans la dépression, on s'accroche au passé. La dépression s'enlise dans les regrets, le remords, et ressasse ce qui aurait dû être. Lors du bref épisode dépressif que j'ai connu à la fin de mon adolescence, j'avais par moments l'esprit d'escalier. Je refaisais sans cesse les conversations que j'avais eues, m'y agrippant pour esquiver la sensation lancinante de mon ventre. Maintenant, je répète des scénarios imaginaires qui ne se sont pas encore manifestés. On a attribué par erreur la citation qui suit à Lao Tse, alors qu'elle est de Junia Breta, une conférencière brésilienne populaire. La voici une fois traduite et paraphrasée. Quand on est dépressif, on vit dans le passé. Quand on est anxieux, on vit dans le futur. Quand on est en paix, on vit dans le présent. Qu'on soit dépressif ou anxieux, c'est l'inconnu qui nous pétrifie le plus. Alors on s'accroche à la certitude de ce qui s'est déjà produit
ou à la sécurité illusoire que procure la microgestion de ce qui va arriver, ou aux deux. À cet égard, je pense que l'anxiété et la dépression sont des expressions différentes du même phénomène. L'incapacité à accepter ce qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne connaît pas. En d'autres termes, l'autre chose dont je vous rabâche les oreilles. De fait, certains chercheurs, de plus en plus conscients des similarités entre les deux troubles, considèrent qu'ils sont les deux facettes d'un problème plus large. D'autres études montrent que les mêmes neurotransmetteurs sont à l'œuvre dans l'anxiété et dans la dépression. Certains d'entre nous souffrent d'anxiété dépressive, d'autres de dépression anxieuse. 90% des patients souffrant d'anxiété sont dépressifs et 85% des patients dépressifs souffrent également d'anxiété. L'anxiété étant presque toujours la maladie de fond. En ce qui me concerne, je suis essentiellement anxieuse. La dépression surgit comme une réaction d'épuisement quand mon anxiété va vraiment trop loin. Certaines études suggèrent que la dépression est un mécanisme de compensation déployé dans certains cas pour nous empêcher de nous consumer dans une anxiété devenue hors de contrôle. Beaucoup d'anxieux que j'ai croisés approuvent cette idée de manière intuitive. La dépression que j'ai vécue à la couleur marron délavé des uniformes de l'école catholique, elle a une énergie moisie et procure les mêmes sensations que quand on a le cerveau embrumé après avoir dormi sous une couverture chauffante ou s'être assis dans un bureau des années 1970 dont la moquette acrylique exhale une odeur de tabac froid. Je l'ai toujours ressenti comme une grosse couverture bien lourde en suspens au-dessus de ma tête qui étouffe le bourdonnement et freine mes rêves et mes élans. Je déteste cette sensation. Pour moi, l'anxiété est de loin plus douloureuse, mais je préfère une douleur vive à une sensation d'étouffement. Cela me paraît plus productif. Cela flatte mon ego qu'on me tape gentiment sur l'épaule pour tout ce que j'accomplis quand j'en suis au premier stade de l'anxiété, même si le prix à payer est énorme pour mon esprit. Ainsi donc, j'ai tendance à épuiser mes surrénales pour me faire sortir de ce beige étouffé en revenant à mon anxiété explosive. Le romancier Matt Haig écrit ceci dans son autobiographie « Rester en vie » au sujet de ses tendances suicidaires. Ajouter l'anxiété à la dépression, c'est un peu comme ajouter la cocaïne à l'alcool. Cela accélère tout. Aurelio Costarella est un grand styliste de mode australien possédant une vraie créativité. J'ai porté ses robes lors de plusieurs soirées de remise de prix télévisées. Elles sont l'expression de sa perfection méticuleuse et légèrement excentrique. J'ai eu l'impression de comprendre quel genre d'homme il était, simplement en enfilant l'une de ses robes. Des années plus tard, en écrivant ce livre, j'ai découvert qu'il souffrait de la même maladie que moi. J'ai lu ce qu'il a posté sur Facebook quand il a suivi une thérapie par stimulation magnétique transcrânienne, qui est une façon de stimuler le cerveau par l'électricité. Je l'ai contacté pour savoir comment il allait. Je compare ma lutte contre la dépression et l'anxiété à une balançoire à bascule. Si je parviens à avoir tant soit peu de contrôle sur ma dépression, mon anxiété remonte à la surface. Pendant la rédaction de ce livre, j'ai organisé des forums dans les locaux de la SANE et de Black Doc pour m'immerger dans mon sujet. J'ai demandé aux personnes présentes leur avis sur ce point. Voici quelques-unes de leurs réponses. Souffrir à la fois de dépression et d'anxiété, c'est être aspiré dans un trou, dans le noir, avec tous vos cauchemars à vos trousses. Alors vous courez en rond au fond du trou, mais vous ne les semez jamais.
C'est Lisa Jane qui vit cela. J'ai souffert des deux. Parfois l'anxiété peut me sortir de la dépression. Mais dans ce cas, je fais le yo-yo et j'ai du mal à trouver la paix entre les deux. C'est Marisa Rita. Ce sont des frères ennemis et moi, je suis coincée au milieu. Annette. C'est comme si à côté de mon cerveau vous suppliait de ne pas sortir du lit pendant que l'autre moitié aboie comme un sergent de l'armée parce que vous ne vous levez pas. Joy. L'anxiété et la dépression me donnent la sensation d'être enlisée dans du goudron et de ne pas pouvoir m'en dépêtrer, alors que mon cœur est empli de rêves et d'aspirations. Samantha. Demandez-vous quel est le problème. Il y a un passage dans Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle que j'ai toujours adoré. Il y donne un petit truc qui peut vous faire revenir d'une montée d'anxiété en un instant. Cela m'a aidé à appréhender cette notion du moment présent, que mon anxiété m'avait empêché de conceptualiser et à plus forte raison de ressentir. Je suis allée chercher le passage exact pour le partager avec vous. Vous pourrez le tester tout de suite, pas plus tard. Demandez-vous quel problème vous avez en cet instant. Pas l'année prochaine, ni demain, ni dans 5 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet instant? Cette question vous demande de faire l'expérience tout de suite avec un problème. Essayez avec ce que vous éprouvez en lisant ces lignes. Ressentez le problème maintenant. Pas dans 60 secondes, ni même dans 2. Maintenant, à l'instant précis. Votre tête va peut-être avancer d'un quart d'heure. Non, non, maintenant. Le problème est-il toujours là? Non, il a disparu, n'est-ce pas? Comme le dit Eckhart Tolle, les soucis n'existent pas dans le moment présent. Les inquiétudes au sujet de l'avenir ou du passé n'existent pas non plus. Ce sont simplement des histoires que nous inventons au présent. Posez-vous régulièrement la question: quel est le problème? Voyez si l'anxiété ne commence pas à reculer. Voyez si les oiseaux effrayants au coucher du soleil ne commencent pas à se poser en douceur, délicatement au crépuscule. Voyez si c'est dans cette sensation de délicatesse que vous avez envie d'être. Point 48. Écoutez ça. Quand nous, les anxieux, nous nous plongeons dans le présent, nous nous en sortons souvent plutôt bien. Il serait bon de s'en souvenir. Quand les catastrophes se produisent dans la réalité présente, nous les surmontons systématiquement et souvent mieux que les autres. Après une nuit sans sommeil, je m'active. Lors d'obsèques, ou quand je suis tombée de vélo, ou le jour où j'ai dû aller voir ma grand-mère qui avait cessé de respirer, ou quand une catastrophe se produit dans mon travail, créant la panique dans toute l'équipe, je suis le calme incarné. Mon père m'appelait le pilier dans ces moments-là. Souvent, je n'éprouve pas non plus les peurs qui sont courantes chez les autres. En fait, je savoure même la peur réelle que j'éprouve sur le moment et je la recherche activement. Au risque de passer pour une connasse qui manque de modestie, je fais du stop, je pars camper toute seule, je dévale les montagnes à vélo, provoque des bagarres dans la rue, fais fuir les serpents, ramasse les araignées avec un bocal pour aller les déposer dehors, surfe sur des vagues bien au-delà de mes capacités, etc. Par contre, ne me dites pas « va te coucher si tu es fatigué ». Les catastrophes de la vraie vie sont de la rigolade comparées au merdier que nous avons dans la tête. En fait, c'est même une libération. Quand l'avenir arrive, nous allons toujours bien. Et je pense que ma propension à aller au-delà des expériences à risque est une façon de chercher à m'en souvenir.
Point 49. Il me semble que, dès qu'on se met à accepter l'idée que l'anxiété se manifeste quand on va au-delà de ses limites, on commence à se poser des questions sur la façon dont notre société prend ce problème en charge. En substance, la médecine et les thérapies les plus modernes se fondent sur l'idée que le remède est là, dehors, quelque part dans le monde. Je suis ici, les cachets, les experts sont là-bas. Entre les deux, il y a un gouffre de désespoir et de manque d'estime de soi dans lequel je dois patauger. Et ce gouffre déchirant n'est pas créé uniquement par le modèle de diagnostic et de traitement psychopharmacologique. Beaucoup d'approches comportementalistes et psychanalytiques, de livres de développement personnel, de maîtres spirituels, d'émissions et même de blocs consacrés au bien-être peuvent avoir le même effet, même de façon tout à fait involontaire. Lou, guide spirituelle et praticienne rencontrée à Londres il y a quelque temps, m'a contacté récemment pour me parler de sa dépression brutale qui a duré 7 mois et l'a conduite à retourner vivre chez ses parents. C'est l'une des praticiennes les plus conscientes et les plus honnêtes que j'ai rencontrées. Et de fait, elle m'a dit dans un mail que guérir de ce qui avait fini par être diagnostiqué comme un syndrome de stress post-traumatique l'avait incité à s'éloigner du secteur du développement personnel et de l'ésotérisme. J'ai remarqué, m'a-t-elle dit, que ce secteur était un système de plus qui vous dit ce qui ne va pas chez vous et dans lequel quelqu'un d'autre vous fournit une solution, comme par exemple la guérison, le bonheur, la paix, l'illumination. Posé comme objectif final, a-t-elle conclu. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a revigoré de lire cela. Quand les cachets, le gourou ou le nouveau départ ne règlent pas le problème et qu'on continue à entendre le bourdonnement de l'anxiété, le cri de cette autre chose qui nous manque, malgré la chimie et les mantras positifs, on cherche encore plus de réponses à l'extérieur, d'autres cachets, d'autres experts. Parce qu'on nous a dit que la réponse était quelque part là-bas. Au fil des ans, on se retrouve à escalader de plus en plus loin dans une quête effrénée mais stérile. On cherche à se raccrocher à un nouveau remède, puis à un autre, et à un autre encore. On est comme un camé ou un accro du shopping qui espère que le prochain coussa, sac à main ou bac à glaçons design lui procurera la sensation qu'il cherche, celle d'être levé dans un joli canapé bien moelleux. En attendant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous et qu'il faut y remédier. En attendant, vous êtes dépendant des idées des autres sur ce qui cloche chez vous. C'est un tourbillon qui vous pousse dangereusement vers l'extrémité des branches, entraîné dans le sillage de la dernière tendance en matière de développement personnel, loin de chez vous. Je me demande, êtes-vous conscient que cette quête vous éloigne de plus en plus de vous, qu'elle éloigne aussi le débat de cette autre chose auquel vous aspirez? Car vous savez que la sagesse paisible, tranquille que vous recherchez, se trouve beaucoup plus près du tronc de l'arbre. Et êtes-vous conscient que tout cela ne fait qu'augmenter l'anxiété? Point 50. Dans ma vie, j'ai cherché trop de choses à l'extérieur. Le sucre et le café. Une dose de sucre ou de caféine m'éjecte de la paix que je cherche. Cela me fait décoller dans un premier temps, puis m'écraser au sol. Donc j'éprouve l'envie d'en reprendre une dose. Le sucre ne sert qu'à nous maintenir dans un cercle vicieux d'anxiété. J'ai déjà expliqué la façon dont, pour commencer, il provoque de l'anxiété. Mais il fait pire. Nous sommes en réalité programmés pour traquer le sucre, pour le rechercher sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est une source merveilleuse et immédiate
de graisse, ce que nos ancêtres trouvaient utile il y a 10 000 ans. Cette substance est également addictive et nous ne possédons pas d'interrupteur marche-arrêt dans le cerveau, comme c'est le cas pour d'autres molécules alimentaires, si bien que nous en voulons toujours plus. L'alcool. J'ai eu une phase dans la période qui a précédé ma crise de la trentaine où je buvais une bouteille de vin rouge tous les soirs. Il me fallait du vin rouge pour décompresser, et du café et du sucre pour me remettre en train le lendemain, et de vin rouge le soir pour me détendre, ainsi de suite. Les déménagements. C'est un mode de fonctionnement. Je me sens coincée et alourdie par mon travail, une relation, un logement ou mes pensées en boucle. Je lève l'ancre et je pars. Je prends la décision et la route en quelques jours, voire quelques heures. Puis j'en fais un emblème d'indépendance selon lequel je peux vivre en effet avec une valise pendant 2 ans, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. C'est de l'orgueil, un affreux orgueil. Mais il m'apparaît à présent que, même s'il est clairement dysfonctionnel, le fait de chercher une solution à l'extérieur est socialement approuvé et considéré comme une marque de courage, comme une chose dont on peut être affreusement fier. Le week-end dernier, au cours d'un déjeuner, mon amie sublime Po m'a dit que je passais mon temps à fuir. « Tu es assise, toujours prête à t'envoler ailleurs, m'a-t-elle dit. Il faut t'ancrer. » Les hommes me disent la même chose, parce que je serais, selon eux, inapprochable dans le cadre de relations amoureuses. L'un d'entre eux m'a dit que j'avais toujours l'air d'être en partance. C'est intimidant d'approcher quelqu'un qui peut tourner les talons à tout moment, a-t-il avoué. Je déteste provoquer ces sensations chez quelqu'un. Une grande partie de l'anxiété est liée à la fuite. L'anxiété nous est donnée comme un mécanisme de survie à portée de main qui nous pousse à l'action face au danger. Mais nous en abusons et nous reposons sur lui dès que nous sommes en difficulté. Hare Krishna. Ça a été l'une de mes expériences les plus sombres. Pendant 2 mois, j'ai vécu dans un ashram au milieu d'une forêt froide et humide, espérant désespérément que le retrait du monde et les champs m'apporteraient des réponses. Je suis arrivée dans un survêtement gris déprimant qui pochait aux fesses et aux genoux, et on m'a annoncé qu'il n'était pas permis de penser au sexe. C'est ça, essayez de ne pas penser à un éléphant rose. Il pleuvait des cordes, je mangeais du soja, je me suis métamorphosée en l'un de ces hommes maigres en toge orange qui méprisent le monde extérieur et marchent en chantant 3 heures par jour. Pourtant, je pensais que j'avais tout faux et que les hommes maigres qui ne m'adressaient pas la parole avaient, eux, tout compris. Un jour, le soleil a enfin percé et par contraste, j'ai vu que le cocon dans lequel je me trouvais commençait à sentir le pyjama en pilou qui aurait besoin d'une lessive. J'ai sauté dans ma voiture et je suis partie. Je n'ai pas le souvenir d'avoir dit au revoir. Je suis allée faire du surf dans la lumière déclinante. Puis j'ai acheté des frites bien chaudes qui ont embué les vitres de la voiture. Les relations destructrices. Lors de ma deuxième histoire importante, au cours de ma trentaine turbulente, et après laquelle je ne suis sortie avec personne pendant 7 ans, je me suis tellement éloignée de moi-même, en me reposant sur lui, et sur ses idées assez, d'accord, très narcissiques, que lorsque nous nous sommes séparés, mon estime de moi a continué sa chute libre pendant des années. Peu après notre rupture, j'ai confié ceci à un ami le plus sérieusement du monde. Dans notre couple, c'est lui qui savait comment la vie fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les obsessions et les compulsions. Mes TOC, troubles obsessionnels compulsifs, sont une autre façon de me cramponner à l'extérieur. Le fait de compter,
de vérifier sans cesse, me permettent de faire quelque chose à l'extérieur de moi-même en permanence. Idem pour mes comportements bipolaires. Tous sont des moyens de sauter carrément le plus loin possible, souvent directement et précisément vers ce qui me fait peur, comme une grande décision, un coup de téléphone conflictuel ou l'altitude. Le signal qu'un mail est arrivé dans ma boîte de messagerie. Quand je suis anxieuse, je suis sur les réseaux sociaux, bien au-delà de mon couvre-feu de 21 heures. J'entre dans une transe de zombie, bêtement persuadé qu'un autre like, qu'une autre recherche ou qu'un nouvel onglet va me rassasier. J'ouvre plus de fenêtres, je crée plus d'options, j'enchaîne les recherches et marque tout pour suivre. Je compile, catalogue, trie, accumule. Sans compter, bien sûr, les médicaments, les médecins, les gourous, les livres de développement personnel et les blocs consacrés au bien-être. Tout ça, je cherche quelque chose ou j'attends quelque chose qui n'arrive jamais. Point 51. J'éprouve aussi la panique du week-end, même si c'est de plus en plus rare en ce moment. La panique du week-end, c'est quand on se dit qu'on devrait faire des choses plus intéressantes, parfaitement planifiées, ailleurs, et qu'on est samedi matin, et qu'on a devant soi un grand vide qui déclenche une PPPAC, peur, panique de passer à côté de quelque chose. C'est encore une illusion à laquelle je m'accroche, un moment de pause idéalisé. Je me persuade qu'il faudrait que je fasse comme les gens du catalogue, Country Road, dans le large oreiller impeccable sur des plages à l'atmosphère choisie, en compagnie d'amis chics et de verres de rosé. C'est là-bas qu'on s'amuse. C'est là-bas qu'on éprouve le sentiment d'avoir un but dans la vie. Ce qui est important pour tous ceux qui ont du mal à se percevoir en dehors de leur rôle professionnel. Tous les gens qui sont là-bas passent des moments plus relaxants, plus rosés que moi. Et si je m'y prends trop tard pour réserver le chalet au plaid folklorique, ou que mes amis chics ne sont pas disponibles, ou que je suis trop crevée pour organiser l'excursion, ou que je parviens à partir en week-end de rêve, comme dans les magazines, mais qu'il fait mauvais, qu'il y a des infiltrations d'eau ou des meubles en tube d'acier dans le chalet, je panique encore plus. Après des années passées à paniquer, 52 fois par an, 12 mois sur 12, j'ai appris à diminuer mes attentes en matière de week-end. Il m'a fallu du temps et que j'écrive plusieurs articles sur le sujet pour me forcer à le faire. Ne serait-ce que comme expérimentation. Maintenant, j'ose aller à la plage ou à la piscine pas loin de chez moi. Je vais faire des randonnées dans des endroits où je peux me rendre en train régional ou en ferry. Je passe mes samedis soirs avec des gens qui se fichent de voir du monde et peuvent rester à la maison pour regarder un film d'Alfred Hitchcock et tricoter, éventuellement appeler un frère ou une sœur pour discuter. Accordez-vous une flânerie, encore une expérience incroyable. Il y a quelque temps à Paris, j'ai remarqué que les gens ne passaient pas leur dimanche après-midi dans les magasins pour s'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Le consumérisme effréné est considéré comme vulgaire. Au lieu de cela, ils marchent dans les rues simplement pour flâner et réfléchir. Ils appellent cela flânerie. Un jour, j'ai trouvé un livre d'occasion dont la couverture avait été arrachée. Le flâneur, une balade dans les paradoxes de Paris, d'Edmund White. L'auteur explique que déambuler de cette manière, c'est vivre la ville en temps réel. Les Parisiens peuvent s'arrêter pour prendre un café ou un verre à la terrasse d'un café, où les chaises sont disposées de telle sorte qu'ils regardent passer d'autres flâneurs. Ils visitent les jardins et sortent dans les avenues, les parcs et les galeries, simplement pour s'imprégner, regarder et réfléchir.
Cette simple observation ou réflexion sur l'humanité est une partie importante de la psyché française. J'adore cet esprit. On s'assied face à la vie, puis on déambule dans la vie, puis on se rassied. C'est très prenant, ce qui permet l'émergence d'une pensée calme, rythmée, clairvoyante. Quand on n'a nulle part où aller, rien à faire, on se pose près de soi. Quand j'ai un accès de panique du week-end, je vais à la librairie. Je regarde les livres et rentre chez moi à pied. Je flâne un peu sur le chemin. Je me fixe des objectifs super lents. Mon but est simplement de regarder quelque chose, de voir ce qui se passe. Vous voyez, d'apprécier la proximité. Point 52. Je vais vous raconter le jour où je suis tombée sur mon ami Hugues, un surfeur que j'avais rencontré dans mon quartier quelques années auparavant. Il était en train de boire un café au soleil, dans un café. Je lui ai demandé ce qu'il faisait parce qu'il n'était ni en train de lire le journal, ni en train de parler au téléphone. Il était là, assis. Je fais le point avec mes amis intérieurs, a-t-il dit, comme si de rien n'était. J'ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a expliqué que cela consistait à s'asseoir et à demander à ses amis: sommes-nous tous heureux? Sommes-nous à l'aise? Avançons-nous dans la bonne direction? Nous avons discuté de l'identité de ses amis. Tu veux parler de la partie de nous à laquelle nous revenons après une journée folle ou une nuit agitée? L'être que nous voyons quand nous nous regardons dans les yeux, dans un miroir, en nous lavant les dents? L'être qui est toujours là, silencieux et sage? Ai-je demandé. Je crois bien, a-t-il répondu. Pour remettre les choses dans leur contexte, Hugues avait un travail de bureau. Puis, il y a 17 ans, il a commencé à se lever à l'aube pour aller s'asseoir sur la plage de Bondy et regarder les gens, prendre des photos d'eux en train de surfer, courir, méditer. Il les postait sur son nouvel outil, un blog, auquel ses collègues esclaves de bureau avaient accès quand ils arrivaient à leur bureau le matin. Le message s'est diffusé et il a rapidement quitté son travail pour se consacrer à plein temps à son site. Aujourd'hui, il voyage dans le monde entier pour faire du surf et capturer la joie du soleil levant sur les plages. Une bien jolie vie si vous pouvez vous la créer. Quand je lui demande ce que les personnes anxieuses font de travers, il est catégorique. Elles ne s'accordent pas assez de temps avec leurs amis intérieurs. Mais comment faire le point avec ses amis intérieurs? Je m'en remets totalement à Hugues et à ses conseils. Ne compliquez pas les choses outre mesure. Prenez simplement le temps de faire le point. Tous les jours, pour Hugues, c'est au lever du soleil, auquel il fait honneur chaque matin. Moi aussi, je suis du matin. Je trouve 20 minutes pour méditer ou simplement traîner. Par exemple, sur un banc dans ma tête. Ou alors, parfois, je profite d'un trou dans ma journée, quand je conduis ou attends le bus, pendant lequel je rappelle les gens d'habitude. C'est pour ainsi dire de la méditation. En fait, cela me rappelle le conseil de Sky. Médite, c'est tout. C'est un point essentiel. Contentez-vous de créer un espace où retrouver vos amis intérieurs et le reste suivra comme il se doit. Hugues me dit qu'on sent dans quel état sont ses amis. Comme lui, essayez de vous poser ces questions. Sommes-nous bien? À l'aise? À notre place? Est-ce que ça a du sens? Dans cet espace, ne réfléchissez pas et ne planifiez pas. Contentez-vous de prendre des nouvelles. Puis laissez les choses arriver, car elles arrivent, sans avoir à faire d'efforts, précise-t-il. Une entreprise florissante dans son cas, littéralement. Ça a été aussi mon cas, comme je vous l'ai raconté plus haut.
en bavardant avec Hugues. J'ai compris qu'il était également important d'écouter ce que ses amis répondaient quand on leur demandait comment ils allaient. Vous risquez d'éprouver une émotion, peut-être une expansion ou un soulagement. C'est drôle. La réponse que j'entends est invariablement mieux que nous le pensions en fait. Les amis intérieurs sont comme ça, quand on prend le temps de faire le point avec eux. Point 53. Que se passe-t-il si on s'arrête? Sur un forum consacré à l'anxiété, quelque part sur Internet, un écrivain explique que l'anxiété lui donne l'impression de marcher sur du flanc, une surface qui est presque solide, à condition qu'il ne s'arrête pas de courir. Il faut que je continue. Si je m'arrête, le flanc ramollit et m'engloutit. Et plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte que cette sensation d'épuisement, le sentiment de ne pas pouvoir se reposer ou de n'arriver nulle part, est répandue. Et je me demande ce qui se passerait si j'arrêtais, dit-il.